Santé publique France, c'est l'Agence nationale de santé publique, voilà, donc qui regroupe les missions d'anciennes agences, et donc en particulier la surveillance, donc qui était dédiée à l'INVS, l'alerte également, la prévention et la promotion de la santé qui était du côté de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, d'où je viens, et puis également tout ce qui va être réponse aux urgences sanitaires, aux crises sanitaires, donc ça qui était plutôt du côté de l'EPRUS, qui était l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Voilà, donc ces trois institutions, plus encore un groupement d'intérêt public, ont fusionné en 2016 donc pour former Santé publique France, qui est l'Agence nationale de santé publique. Voilà, Santé publique France, Agence nationale de santé publique. Puisque ce n'est pas évident pour chacun. Je ne sais pas si vous connaissiez particulièrement, mais ça m'avait un peu échappé. Et puis, la mission centrale, c'est quoi pour vous l'enjeu pour Santé publique France? Quel est votre travail? Alors moi, je travaille à la direction de la prévention et de la promotion de la santé. Donc nos missions sont de promouvoir la santé, c'est-à-dire de faire en sorte que la population puisse maintenir un bon état de santé et puis d'aller prévenir un certain nombre de pathologies, voilà, ou de comportements qui vont être associés au développement de pathologies. Donc voilà, donc ça ce sont nos principales missions et pour ça on conduit à la fois des activités d'observation qui vont nous permettre d'identifier des cibles pour l'intervention en termes de problématiques, de segments de population également qui sont les plus concernés, de leviers d'action. On fait également beaucoup d'évaluations, donc ça va nous permettre de définir voilà, sur quoi intervenir, quels sont nos cibles pour l'intervention. Les deuxièmes travaux qu'on conduit sont essentiellement des travaux d'évaluation, donc ça c'est pour répondre à la question de comment intervenir voilà, de la façon la plus efficace possible. Et puis bien sûr le troisième axe va être l'intervention elle-même. Donc dans ce cadre-là, on va tenter de déployer avec l'ensemble des partenaires qui contribuent à la prévention et à la promotion de la santé, un certain nombre de programmes d'intervention dans les milieux de vie. Et puis on fait également beaucoup d'informations, de communication et on développe également des dispositifs de prévention et d'aide à distance. Voilà, donc via des plateformes téléphoniques, des sites internet, etc. Alors je vais vous laisser la parole 7-8 minutes, pas plus, hein? Oui, vous m'avez prévenu. Non, mais je vais essayer de faire court pour nous présenter voilà, pour laisser un petit peu de place aux questions et à l'intervention. Donc rapidement sur la slide suivante. Voilà, donc un premier élément que je souhaitais partager avec vous, c'est la définition de la santé mentale. Parce que on parle de santé mentale et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de troubles hein, depuis ce matin. Et donc là, c'est juste pour rappeler que, comme pour la santé physique, hein, la santé mentale se définit comme un état de bien-être qui, en synthèse, va permettre aux individus de fonctionner. Alors pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que c'est important d'aller finalement explorer ces différents axes que vont constituer la santé mentale, de ne pas se limiter à la mesure des troubles, sinon on va avoir une vision tronquée de la situation et de s'intéresser également à la question de bien-être. Alors donc pour avoir une vision d'ensemble de la santé mentale, et puis on a bien pu voir dans les témoignages de ce matin également, que finalement on pouvait avoir un trouble et puis aller bien, voire même que ce trouble, ou en tout cas cette expérience, puisse constituer voilà, une force ou même une richesse pour des individus. Alors on peut partir à la slide suivante. Là ce que je voulais faire un petit peu en introduction, parce qu'on parlait des jeunes, hein, c'était voilà, vous présenter un petit peu une photographie de ce que peut être la santé mentale des jeunes, en particulier des adolescents. Et donc ça c'est sur la base d'une enquête représentative auprès de collégiens. Donc quand je vous parlais de bien-être ou de mal-être, alors comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Il y a différentes façons de le faire. Une façon très simple de le faire, c'est d'aller poser des questions sur la satisfaction de vie. C'est-à-dire que est-ce que les jeunes sont satisfaits de leur vie actuellement? Et donc ils se positionnent sur une échelle de 0 à 10. Et puis une autre dimension tout à fait fondamentale du bien-être, c'est sa capacité à pouvoir se projeter positivement dans le futur. Donc là on utilise les mêmes échelles où les jeunes vont se situer de 0 à 10 sur leur projection positive dans l'avenir. Donc la bonne nouvelle quand on regarde ces données-là, là, c'est première ligne tout à droite, c'est que on observe que sur les collégiens scolarisés en France, finalement près de 8 sur 10 voilà, sont satisfaits de leur vie et se projettent dans le futur, et donc on les a classés en état de bien-être. Alors c'est plus souvent les garçons, c'est plus souvent ceux qui sont issus de familles qui ont certaines ressources économiques, financières, et puis c'est également plus souvent le cas de ceux qui vivent avec leurs deux parents, donc qui
qui se déclarent en situation de bien-être. Et quand on regarde tout en bas les situations de mal-être, alors bon, c'est plutôt rassurant parce qu'on n'est qu'à 2%, mais vous allez voir que là, avec ces deux questions-là, on identifie voilà, une minorité de la population, mais qui, elle, nécessite une attention toute particulière. Et donc ces 2% sont plus souvent issus en termes de profil sociodémographique de familles qui ont plutôt des faibles revenus et des faibles ressources matérielles. Alors on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu l'intérêt d'aller croiser ces deux axes, que sont le bien-être, mal-être et puis également la question des troubles qu'on a beaucoup évoqué ce matin. Donc là vous avez des items qui sont des symptômes, on va dire d'allure dépressive et qui servent à mesurer la dépression, notamment chez les adolescents. Et donc ce qui est intéressant de montrer, là c'est sur la colonne de droite, c'est que parmi les jeunes qui se disent en bien-être, donc qui sont satisfaits de leur vie et qui se projettent dans le futur, vous voyez qu'on a plus d'un tiers qui déclarent des symptômes, notamment manque d'énergie, alors bon, pour l'école et pour le travail, difficulté à réfléchir, et puis également entre 1 sur 5 et 1 sur 4, vous voyez qu'on ont d'autres symptômes. Bon, alors en général, en moyenne, on est à peu près à 2 symptômes, mais si on regarde que du point de vue des échelles de dépression, vous voyez qu'on serait presque à 20% de ces jeunes-là qui auraient finalement un risque de dépression. Voilà. Bon, de fait, on se rend compte avec le croisement que finalement ce sont des jeunes qui arrivent à faire face. Et par contre, quand on regarde du côté du mal-être, alors on a certes une minorité, puisqu'on est à 2%, mais là vous voyez qu'avec 2 questions très très simples, on arrive à identifier une population qui vraiment nécessite voilà, une attention toute particulière. Et donc on peut observer qu'en moyenne ils ont 7 symptômes, c'est à peu près 70% de ces jeunes-là qui ont un risque élevé de dépression et le reste ont un risque modéré. Et puis je vous ai mis un petit carré rouge là parce que vous voyez c'est 55% qui déclarent avoir envie de mourir. Donc ça c'était un peu le panorama, la situation de la santé mentale donc avant Covid chez nos collégiens. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Ah oui, alors je vous ai mis ça également pour vous montrer un peu quels sont les grands déterminants finalement de ce bien-être chez les collégiens. Donc on va retrouver le sexe, on en a parlé, et puis également les conditions socio-économiques ou encore la situation familiale. Et donc il y a la question effectivement des consommations de substances psychoactives. Donc le fait de ne pas en consommer est un facteur de protection et un facteur de bien-être pour les deux sexes. La pratique de l'activité physique chez les garçons. L'image de soi, le fait de se considérer au bon poids, qui est également un déterminant du bien-être pour les deux sexes. La question des résultats scolaires, qui est une dimension extrêmement importante également du bien-être des jeunes adolescents et donc là des collégiens. La question des violences, qui est également un déterminant majeur. Et puis la question du soutien social. Alors je vous ai mis en rouge là en bas le soutien élevé des parents, parce que c'est le déterminant majeur, voilà, même à l'adolescence, c'est loin devant le soutien des pères, c'est le déterminant majeur du bien-être des enfants. Alors quand on regarde les données de littérature un peu internationale, on se rend compte que du côté des relations avec les parents, on distingue généralement 2 grandes fonctions dans l'exercice de la parentalité, donc que sont le soutien social et affectif, et puis également les questions de supervision et de contrôle. Et donc les données montrent que la condition la plus favorable est un soutien élevé, un soutien social et affectif élevé, et puis une supervision plutôt modérée qui va favoriser l'autonomie des enfants et des jeunes. Donc on peut passer aux slides suivantes, et donc là l'idée c'était de vous montrer un petit peu les données voilà, suite à la pandémie, à la crise épidémique qu'on a pu suivre. Alors pour les jeunes, on a des enquêtes, notamment pour les 18-24 ans. Donc ça, ce sont des données de l'enquête Coviprev, qui est une enquête qu'on a mise en place dès la première semaine de confinement et qu'on est encore en train de conduire aujourd'hui. Donc nous sommes à la 32e vague, et donc là je vous ai mis les données de la dernière vague, qui était celle de février. Alors on ne va pas s'attacher forcément à la mesure des prévalences elles-mêmes sur ces 3 troubles, que sont les états anxieux, les états dépressifs et les pensées suicidaires. Peut-être qu'on aura des questions, on peut faire un peu de pédagogie sur les données et les enquêtes. Bon, donc c'est un échantillon qui peut être contestable en termes de représentativité, mais au moins il a permis de faire un suivi à biais constant. Et donc là, ce qui est intéressant de vous montrer, c'est que finalement on a observé des augmentations particulièrement importantes, et notamment avec le 2e confinement, en particulier chez les jeunes, voilà, avec des augmentations très importantes, notamment des états dépressifs. Et donc quand on regarde les dernières données, vous voyez qu'on retrouve dans les segments de population qui sont les plus en difficulté, les jeunes et les étudiants, en comparaison des autres segments de la population. Alors on peut passer à la slide suivante. Voilà, alors du côté des adolescents, on n'a pas d'enquête voilà, on va dire représentatifs qui peuvent nous fournir des données là aujourd'hui, notamment sur l'impact de la pandémie. Alors on en parlera un petit peu ce matin, on lance là en 2022
une étude sur le bien-être des enfants, donc qui est portée par Santé publique France et qui portera sur la santé mentale des enfants de 3 à 11 ans. Donc là, on aura des données normalement fin 2022, début 2023. On a également l'enquête en classe, dont je vous ai présenté les résultats juste avant, qui nous permettra d'avoir des données en 2022 et de pouvoir se comparer aux données avant Covid en 2018. Donc ça nous permettra de voir les évolutions. Alors c'est important les enquêtes parce que quand on regarde des indicateurs de santé mentale, et notamment des indicateurs hospitaliers tels que je vous les montre, voilà, il faut savoir que les problématiques de santé mentale ne donnent pas forcément lieu à un contact avec le système de soins et avec le système hospitalier. Et même sur les tentatives de suicide, notamment chez les jeunes, la majorité ne donne pas lieu non plus à un contact hospitalier. Donc c'est très important de pouvoir faire des enquêtes et d'interroger directement les individus, voilà, pour avoir une idée et pouvoir mesurer leur santé mentale. Donc alors quand même par rapport à ce qui a été dit ce matin, là je vous montre des données de passage aux urgences. Donc vous avez sur la première colonne le nombre de passages aux urgences là pour gestes suicidaires, donc en moyenne sur 2018-2019. Hein, donc Franck Bellivier en parlait ce matin, donc on est sur des phénomènes relativement rares. Vous voyez, on est à peu près à 8000 passages aux urgences en 2018-2019 en moyenne, donc sur les 11-17 ans. Alors c'est pas une épidémie, c'est pas énorme, ça fait quand même un petit peu de monde. Et donc ce qu'on a pu observer, c'est pas d'augmentation sur 2020. Donc c'est la même chose pour les troubles de l'humeur. On a commencé à avoir des signaux à la rentrée de septembre 2020 qui ont commencé à se confirmer en fin d'année et qui se sont installés réellement sur toute l'année 2021, voilà, avec un nombre de passages aux urgences systématiquement supérieur à ce qu'on observait les années précédentes. Et donc là, ce qui est intéressant de regarder là-dessus, c'est que vous voyez que c'est un phénomène qu'on a observé chez les moins de 25 ans, donc vraiment qui concerne les jeunes, et qui concerne en particulier les plus jeunes. Donc Franck en a parlé également ce matin, vous voyez, chez les 11-17 ans, et en particulier les augmentations les plus importantes ont été observées chez les 11-14 ans, donc à la fois en termes de passage aux urgences pour gestes suicidaires et pour troubles de l'humeur. Bon, et puis là, on ne regarde pas tout le spectre des conduites suicidaires, parce qu'il y a également d'autres codes diagnostiques qu'il est intéressant d'aller regarder, les idées suicidaires. Et il y a des gestes suicidaires qui peuvent se cacher derrière des codes diagnostiques autour de l'alcoolisation, de la dépression encore ou autre. Mais ça vous donne un petit peu une idée des volumes et ce qu'on a pu observer, voilà, vraiment qu'une dégradation en particulier chez les plus jeunes. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc rapidement, nous on a mis ces outils de surveillance en place justement pour pouvoir orienter et organiser nos réponses en termes de prévention. Donc là, un enjeu extrêmement important qui a été rappelé ce matin par Didier Meilran notamment, en faisant l'analogie avec la santé physique. C'est vrai que voilà, quand on va chez le dentiste, voilà, c'est évident pour nous qu'on ne va pas attendre d'avoir une rage de dents avant d'aller voir un professionnel de santé. Et effectivement, ce n'est pas du tout le cas pour la santé mentale. Et ce qui pose un vrai problème de perte de chance quand il y a un retard comme ça au diagnostic. Donc un enjeu extrêmement important en termes de prévention et de promotion de la santé, c'est justement de pouvoir faciliter le repérage et la prise en charge précoce de la souffrance psychologique avant que des troubles s'installent, s'aggravent, se chronicisent et deviennent un peu plus compliqués à traiter. Et donc dans le cadre de cette crise sanitaire, il a fallu voilà, agir assez vite. Et donc un des enjeux a été de pouvoir faciliter l'accès de la population aux ressources disponibles en santé mentale et de pouvoir diffuser les informations qui permettent d'accéder à ces ressources. Donc c'est ce qu'on a fait en conduisant notamment deux campagnes, une grand public avec un volet spécifique jeune qui a été diffusé au mois d'avril, donc de l'année dernière, et puis également une campagne en direction des adolescents qui avait été diffusée au mois de juin. Donc l'objectif de communication était d'inciter les personnes en détresse psychologique à en parler. Donc ça fait vraiment écho à l'ensemble des discussions qu'on a eues ce matin, parce que le fait d'en parler, c'est le premier pas vers une recherche d'aide, et donc derrière d'accompagnement et de solutions. Donc le message était de pouvoir en parler à son entourage, aux professionnels de santé, et puis on a également proposé des orientations vers des dispositifs, et notamment des dispositifs à distance. On était aussi dans des périodes de confinement qui étaient disponibles et qui ont été développés pendant ce contexte de crise sanitaire. Donc notamment une plateforme de soutien psy qui était adossée au numéro Covid, puis également un site d'information qui est le Psycom. Et puis pour les jeunes, on les renvoyait vers un dispositif qui s'appelle Fil Santé Jeunes, voilà, qui permet d'avoir accès à une écoute de professionnels, notamment sur les questions de santé mentale. Alors la slide suivante. Voilà, donc très rapidement, c'est pour vous montrer une image donc, du dispositif qu'on avait diffusé au mois de juin l'année dernière. Donc on avait 3 films témoignages de 15 secondes, voilà, où les gens témoignaient voilà, de comment ils allaient, à qui ils en parlaient quand ils n'allaient pas bien.
On avait également des bannières qui renvoyaient donc vers un dispositif qui est Fixant des jeunes, qui propose de l'information, de l'écoute, de l'accompagnement et de l'orientation. Et donc là, on rediffuse cette campagne depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. On va faire un communiqué de presse lundi prochain pour détailler un petit peu cette campagne, et donc qui va être renforcée par 2 volets. Un volet de micro-trottoir où on interroge des jeunes, donc qui témoignent. Donc c'est la question qu'on leur pose, c'est comment ça va. Donc ils témoignent un petit peu de leur santé mentale, ils en parlent ou non, à qui ils en parlent. Donc l'idée, c'est de normaliser vraiment l'ouverture du dialogue et de la parole sur les questions de santé mentale. Et puis un autre volet extrêmement important qui va être un volet d'affichage dans les milieux de vie que vont fréquenter les jeunes, donc avec des affiches qui seront diffusées dans l'ensemble des collèges et des lycées de France métropolitaine et puis également des DROM, donc en partenariat et avec le soutien des ministères concernés, donc Éducation nationale, Enseignement agricole qui assure également de l'enseignement, et puis le ministère des Sports. Voilà, et puis la dernière slide, juste pour, voilà, si vous êtes curieux, on a une newsletter santé mentale donc, qui est publiée chaque mois et qui vous permet d'avoir un peu le point sur les dernières données d'observation de la santé mentale et puis également des dispositifs de communication et d'information. Et donc vous pouvez vous abonner à cette newsletter sur le site qui est présenté sur la diapositive. Voilà, merci pour votre attention.